petits réacteurs nucléaires. Une troisième partie va clore ma présentation et ce sera un panorama des projets dans le monde. Je terminerai d'ailleurs ce panorama par le projet français New World et je vous donnerai quelques mots de conclusion. J'essaierai dans cette présentation de vous laisser pas mal de temps pour les questions-réponses parce que je suppose que vous devez en avoir pas mal. Pourquoi je suis bloqué là? Cette réunion est en cours d'enregistrement. Continuez. Voilà. Ah. J'arrive pas à avancer, mais. Avec les flèches? Ah, bon, je vais le déplacer avec ma souris. J'arrive pas avec, mon clavier. Excusez-moi. Donc, ici, la logique est simple. Je vais démarrer mon propos par quelque chose que tout le monde connaît, malheureusement. C'est l'objectif général de tout le monde aujourd'hui, la décarbonation en 2050. Bon, on peut espérer que la prochaine COP 26 à Glasgow en prochain novembre sera au diapason avec cet objectif. Alors, bien sûr, si on veut avoir cet objectif de décarbonation en 2050, il va falloir passer par une réduction de l'emploi des énergies fossiles, et cela dans tous les secteurs. Vous savez que les énergies fossiles aujourd'hui contribuent à plus de 80% pratiquement dans la production d'énergie dans notre monde économique. Et donc, il va falloir diminuer selon les secteurs à moins de l'ordre de 10, 20 ou 30% selon les secteurs de l'économie. Alors évidemment, tout le monde parle d'économie d'énergie et bien sûr, il va falloir en faire, en particulier pour les pays développés, mais il ne faut pas demander aux pays pauvres de faire des économies d'énergie. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir déjà de l'énergie. Donc, laissons-les un peu vivre comme nous avons vécu pendant le XXe siècle assez grassement. À partir de là, à partir du moment où on réduit les énergies fossiles, il va falloir bien sûr remplacer par des énergies décarbonées. Alors, en premier lieu, évidemment, tout le monde songe aux énergies nouvelles renouvelables, solaire, éolien, au nucléaire, à l'hydraulique, à la biomasse, j'en passe et des meilleurs. Bon, donc, ça serait un sujet à lui tout seul. Donc, voilà, ce qu'il faut, je terminerai par cette dernière phrase. Suivant l'économie du pays, évidemment, au cas par cas, chaque pays va adopter un mix énergétique qui sera adopté selon sa géographie. Ici, c'était simplement, c'est un scénario de décarbonation à partir de 2021. La 2021, c'est la flèche rouge que vous voyez en haut. Vous voyez mon stylet? Et vous voyez que là, en 2021, eh bien, l'électricité, en violet, malheureusement, est vraiment très émettrice. C'est pratiquement la production d'électricité qui est la plus émettrice de CO2. Viennent ensuite l'industrie, le monde industriel, et puis, bien sûr, le transport, la mobilité. Donc voilà, c'est sur ces trois secteurs-là, évidemment, on va faire des efforts sur tous les secteurs, mais c'est principalement sur ces trois secteurs-là qu'il faut vraiment appuyer sur le champignon de la transition énergétique. Donc, je passe directement au fait que l'électricité est amenée à jouer un rôle vraiment primordial dans la décarbonation de notre économie au niveau mondial. Alors en France, malheureusement, le gouvernement a réduit, dans la dernière loi de transition énergétique, a réduit la part du nucléaire à 50%. Bon. En plus, donc on commence à faire des centrales. Vous êtes au courant de la fermeture de Fessenheim l'an dernier. Donc là, c'est quand même pas un point très positif. C'est un peu du gaspillage de l'argent public, puisque cette centrale de Fessenheim était capable de fonctionner encore au moins 10 ou 20 ans. En plus de cela, j'y reviendrai certainement, il va falloir renouveler le parc français qui est un parc vieillissant.
Oui, c'est de nouveau la même personne. C'est au nom de Jean. Voilà, c'est au nom, je me suis déplacée. C'est Ensuite, au nom de Jean V comme le moi. Janvier, coupez votre micro, s'il vous plaît. On va assister à une augmentation de la consommation d'électricité. Donc, là, il y a un réel problème à résoudre pour les politiques, à savoir prendre les bonnes décisions. Je reviendrai peut-être un petit peu dans la conclusion. Il faut faire aujourd'hui un constat général qui est vraiment d'ailleurs admis par pas mal de sociétés internationales et pas mal d'organisations internationales. Aujourd'hui, il faut savoir que la demande de l'électricité va être en augmentation assez drastique dans les prochaines décennies. En France, l'électricité représente seulement 25% de la consommation d'énergie. C'est beaucoup parce qu'au niveau mondial, c'est en moyenne de l'ordre de 10 à 15%. Les scénarios compatibles avec ces objectifs de neutralité carbone en 2050 prévoient, là j'ai été modeste, une augmentation de plus de 50%. Certains prévoient un doublement pratiquement de la production d'électricité. Donc vous voyez que c'est une augmentation massive de la part de l'électricité dans le mix énergétique qui est prévue dans les décennies à venir, et cela dans tous les secteurs. Secteur mobilité et transport électrique, voitures électriques, trains ferroviaires, les trains, stockage de l'énergie avec l'hydrogène et les piles à combustible, et dans le logement, évidemment, le chauffage électrique avec les pompes à chaleur. Donc ça, c'est vraiment vous brosser les grandes transformations qu'il va y avoir dans les prochaines décennies où on va avoir besoin de plus d'électricité. Un point, je voudrais terminer cette diapo par le dernier point en vert qui est très important. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une grosse compétition, une compétition féroce au niveau de la Commission européenne au sujet de la taxonomie. Il s'agit de reconnaître le nucléaire comme énergie verte. Évidemment, on a un ennemi farouche dans cette demande, c'est l'Allemagne qui, elle, préfère voir le gaz plutôt que le nucléaire. Donc là, c'est vraiment une affaire à suivre, mais dans les mois qui suivent, je vous invite à suivre un peu cette compétition et j'espère que nos gouvernements, nos politiques seront à la hauteur pour défendre cela. Il y a un devoir de lucidité à avoir quand on parle de l'électricité. Il ne s'agit pas de parler de décroissance. L'électricité va être un enjeu fondamental au niveau mondial. Sa contribution est indispensable, mais limitée. On parle de contribution indispensable et limitée des économies d'énergie. Je vous l'avais déjà dit. Il faudra faire des économies d'énergie, mais il faut savoir qu'on va consommer de plus en plus d'énergie. Pourquoi? Tout simplement parce que notre population sur Terre augmente, ne serait-ce que par ce paramètre-là. Le devoir de lucidité, c'est un monde qui consommera donc de plus en plus d'énergie, qui doit être décarboné et qui va être donc développer massivement l'usage de l'électricité. Moi, je martèle ce point-là parce que c'est vraiment quelque chose qui va fondamentalement changer notre paysage énergétique dans les prochaines années. Maintenant, quels sont les atouts de la filière nucléaire? Bon, c'est une énergie propre, c'est une énergie économique. Il faut savoir qu'en France, on a un des prix d'électricité le plus bas d'Europe. Le point le plus important, c'est une énergie pilotable. Et cela, c'est vraiment très important. On n'a pas de blackout en France parce qu'on a 80% d'énergie nucléaire et nos centrales sont parfaitement pilotables de ce point de vue-là. La filière nucléaire, en plus, favorise grandement notre indépendance énergétique.
on a une garantie de la sécurité d'approvisionnement électrique, c'est ce que je viens de vous dire, et cette garantie pourrait être multipliée par 10 ou par 100, voire par 1000, si on développait dans le futur les fameux réacteurs à neutrons rapides. Mais ça, c'est un autre sujet, un sujet d'une autre conférence. La filière nucléaire est également structurante pour l'économie française. Il faut voir que c'est un bassin d'emploi de 220 000 emplois, avec des marchés évidemment au niveau national, mais il faut savoir qu'on exporte et c'est très intéressant évidemment pour le budget français. Donc, je termine par cette phrase, le nucléaire est vraiment indispensable dans la transition énergétique, que ce soit en France ou dans le monde. Alors maintenant, je vais vous passer très rapidement les atouts du nucléaire face aux autres productions d'énergie. Vous voyez que en bas, on a l'énergie, l'éolien, l'énergie du vent. Vous voyez que c'est celle qui a, vous avez en ordonnée, l'énergie par unité de masse, c'est à savoir, c'est ce qu'on appelle l'énergie spécifique pour une production d'énergie. Donc, vous voyez que le vent, c'est vraiment celui qui a l'énergie spécifique la plus faible, à peu près presque 1 million de fois plus faible que le pétrole ou le charbon ou le gaz. Et à son tour, une réaction chimique est 1 à 10 millions de fois moins énergétique qu'une réaction nucléaire. Donc, vous voyez que vraiment, le nucléaire, c'est vraiment ce qui est vraiment le plus compact et ce qui offre l'énergie spécifique la plus importante. Deuxième point important, mais ça, tout le monde le sait, je vais passer très vite là-dessus, le nucléaire, comme l'hydraulique, comme l'éolien, émettent très peu de gaz carbonique, donc de gaz à effet de serre. Bon, à contrario, évidemment, le charbon, le fioul, le pétrole et le gaz sont vraiment assez mal placés de ce point de vue-là. Et on ne comprend pas bien que l'Allemagne puisse défendre le gaz vis-à-vis du nucléaire, de ce point de vue-là. Je vais passer très rapidement sur ce tableau. Vous aurez l'occasion de le regarder d'une manière, on pourrait y passer un quart d'heure. Je vais y passer 30 secondes. Mais ce sont des indicateurs pour différentes énergies et on va traduire ça en pourcentage pour chaque type de production. Eh bien, vous voyez que c'est vraiment le nucléaire qui se place de loin le mieux, avec de l'ordre de 30% en totalisant les pourcentages. Vient ensuite l'hydraulique et l'éolien vient avec plus de 70%. Évidemment, le plus mal placé, c'est le charbon. Dernier point, c'est sur la source, en fonction le taux de mortalité en fonction de la source d'énergie. Vous voyez que là, le nucléaire est vraiment, encore une fois, le mieux placé. C'est celui qui est en bas de page. Vous voyez que c'est 0,04 morts par térawattheure produit. Bon, vient ensuite l'hydroélectricité, le solaire, le plus mal placé, encore une fois, cette fois-ci, c'est toujours le charbon. Bien, donc, je terminerai donc les atouts du nucléaire plutôt par des inconvénients ou des contraintes, parce que je n'ai donné que des atouts. Il faut quand même dire qu'il y a des contraintes dans le nucléaire, en particulier les déchets. Il faut savoir qu'on sait quoi en faire des déchets, hein, il n'y a pas de problème, mais même les déchets haute activité à vie longue, ce qu'on appelle les déchets HAVL, qui nécessitent un stockage spécifique. Aujourd'hui, on sait quoi en faire et c'est le projet CIGEO qui est en cours de construction en ce moment. Pour développer du nucléaire, le pays doit disposer d'un bon niveau de développement. Pourquoi? Parce qu'il faut disposer d'un contrôle, d'une autorité de sûreté indépendante qui puisse vérifier que tout se fait de la manière la plus sûre possible. Bon, parmi les inconvénients également, c'est des coûts de construction élevés parce que, je vais vous le montrer plus tard, eh bien, on a des temps de construction qui sont assez longs dans les centrales de forte puissance.
Maintenant, je termine cette première partie par la situation nucléaire dans le monde. Vous voyez que avec une production de plus de 2700 TWh en 2018, la production mondiale d'électricité dépasse les 10%, et c'est la troisième source de production d'électricité dans le monde. Évidemment, la première source de production d'électricité, c'est le thermique à flamme, c'est-à-dire le charbon et le gaz. Vous voyez que c'est pratiquement les 2/3 de la production au niveau mondial. Vient ensuite l'hydraulique avec 16%, et le nucléaire vient en troisième lieu avec 10%. Je vous le disais en début, il y a une renaissance du nucléaire en ce début du XXIe siècle, et cela en dépit des accidents de Tchernobyl et de Fukushima. Alors, je passe rapidement. Il y a des difficultés pour les constructions, en particulier en France, sur l'EPR de Flamanville. Si vous avez des questions, pas de souci, j'y répondrai. Mais il faut savoir que les pays dans lesquels le nucléaire se développe de plus en ce moment, c'est d'abord la Chine, ensuite la Russie, et l'Inde se met lentement mais sûrement au programme nucléaire, et elle va certainement passer à un régime supérieur dans les décennies à venir. Ce qu'il faut savoir, c'est que durant ces 2 dernières décennies, c'est-à-dire entre 2000 et 2021, eh bien, on a construit des réacteurs essentiellement de forte puissance. Pourquoi? Et tout simplement parce que le prix du kilowattheure décroît en fonction de la puissance du réacteur. Donc, eh bien, pour avoir le prix le plus faible, eh bien, on construit des réacteurs de plus en plus puissants. C'est le cas de la France, hein, où on est passé des réacteurs à eau pressurisée 900, 1300, à l'EPR qui fait plus de 1600 mégawatts électriques. C'est le cas aux USA, avec où on est passé de l'AP600 à l'AP1000, donc 1000 mégawatts électriques. C'est la même chose en Russie, où on est passé au VVER 1200. Donc, vous voyez que c'est vraiment général dans tous les pays. Maintenant, je vais terminer cette première partie pour que vous puissiez comprendre la suite, les deux parties suivantes, par le calendrier des générations de nucléaire. Bon, dans les smartphones, on est à la 5G. Dans le nucléaire, on est à la 4G aujourd'hui. Alors, la première génération, c'était tout simplement les premiers réacteurs qui ont été construits en 1950, 1960, 1970. Vous voyez que c'était des réacteurs graphite-gaz qui avaient un rendement relativement faible. Donc, on a tout de suite passé au réacteur à eau pressurisée, les REP, PWR, Pressure Water Reactor. Et vous voyez que là, c'est notre parc actuel, hein, qui fonctionne en France, hein, et aux États-Unis. Donc, les États-Unis ont développé des REP, mais également des REB, des réacteurs à eau bouillant. Et puis, on est passé depuis peu, à partir de 2000, là, on a commencé à construire des réacteurs de génération 3. C'est ce qu'on voit avec l'EPR et l'AP1000. Donc, vous voyez, là, c'est ce qui se passe en ce moment. Et puis, on est en train de concevoir, au travers d'un groupe international de R&D, des générations de réacteurs de 4e génération. Et là, je vais passer tout de suite. Ce groupe international, qui regroupe les principaux pays nucléaires, a sélectionné au début des années 2000 6 concepts de réacteurs innovants. Je vais passer très vite là-dessus, mais il y a 3 réacteurs, ce qu'on appelle des réacteurs rapides. Le premier réacteur rapide refroidi au sodium, le second réacteur rapide refroidi au plomb, et le troisième réacteur rapide refroidi au gaz. Les 3 autres concepts retenus, c'est le premier à gauche en bas,
réacteur à très haute température, ou Very High Temperature Reactor. Et ça, c'est un réacteur qui est refroidi au gaz. Je vous en dirai quelques mots certainement plus tard. Le réacteur à eau supercritique, je n'y crois pas beaucoup, mais c'est un concept qui a été retenu. Et un concept qui est très intéressant, c'est les réacteurs à sel fondu. On appelle ça les Molten Salt Reactors, MSR. Donc voilà, ces 6 concepts sont très innovants. Et vous voyez qu'on pourrait en discuter pendant 1 heure de ce tableau-là, parce qu'on fait apparaître là-dedans les notions de cycle fermé, de cycle ouvert. Mais si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers plus tard. Il reste 25 minutes. Oups, là, pourquoi je n'arrive pas à… Ah, voilà. Du parc français, vous voyez, c'est donc la loi de transition énergétique nous oblige à réduire la puissance, la part d'électricité à 50%. Donc c'est pour cela que vous voyez cette décroissance là, ici. Et en ce moment, on est en train de prolonger. Vous savez qu'un réacteur nucléaire, un REP français, est conçu pour fonctionner 40 ans. Mais il est possible, donc ça, l'ASN, l'autorité de sûreté, donne l'autorisation de fonctionnement tous les 10 ans. Ce sont ce qu'on appelle les visites décennales. Et en ce moment, on est en train de passer les visites décennales pour la prolongation au-delà de 40 ans, c'est-à-dire pour fonctionner de 40 à 50 ans. Et la plupart des réacteurs français vont certainement fonctionner jusqu'à au moins 60 ans. Et vous voyez apparaître ici, à partir de 2020, les réacteurs de 3e génération. Donc ça, c'est l'EPR de Flamanville qui va, je l'espère, fonctionner bientôt. Et puis, les constructions de prochains réacteurs qui seront des réacteurs EPR. La génération 4, qui était prévue à un certain moment en 2035, EDF ne la voit pas avant 2040, 2050. Ici, ce dernier tableau pour terminer la première partie, c'est simplement pour vous expliquer les acronymes, parce que malheureusement, dans le nucléaire, on utilise beaucoup d'acronymes, et je vais passer très rapidement là-dessus. Vous voyez que les réacteurs à neutrons rapides, RNR, vous verrez dans la littérature FBR, pour Fast Breeder Reactor, Sodium Fast Breeder Reactor pour les réacteurs refroidis au sodium, Lead Fast Reactor pour les réacteurs refroidis au plomb, et Gas Cool Reactor pour les réacteurs refroidis au gaz. Donc, réacteur à sel fondu, donc RSF en français, mais Molten Salt Reactor en anglais. Et les réacteurs à haute température, le VHTR est vraiment quelque chose qui sera très intéressant, je reviendrai plus tard. Pour mémoire, je vous ai cité 2 acronymes, le REP et le PWR, qui sont les réacteurs de 3e génération à haute pressurité. Enfin, pour les acronymes à venir, vous voyez que pour les SMR, on a 3 acronymes qu'il faut que vous connaissiez si vous regardez un petit peu la littérature. C'est le SMR, Small Modular Reactor, le MMR, Micro Modular Reactor. Ce sont encore des réacteurs qui sont encore plus petits que les Small Modular Reactors, et les Advanced Modular Reactors pour les SMR de 4e génération. Je passe maintenant à la 2e partie pour vous montrer que, bon, on a construit des réacteurs de forte puissance jusqu'à maintenant, mais on est en train de changer complètement de paradigme, c'est complètement de logique dans le domaine nucléaire en ce moment, et on remet un peu en cause les réacteurs conventionnels de forte puissance. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je vous montre ici le planning des 36 chantiers de réacteurs de génération 4. Alors, ne regardez pas le détail, mais c'est les durées de construction de ces chantiers en Russie, en Chine, en Corée et aux Émirats arabes et en France et en Finlande. Et vous voyez que ces durées de construction pour des réacteurs de forte puissance
s'échelonne en gros entre 7 et 10, voire 11 ans. Cette diapositive est très importante parce qu'elle vous montre le coût de la décomposition du coût de construction d'un gros réacteur. Alors, le coût de construction, c'est le coût actualisé de l'énergie d'un gros réacteur. Et vous voyez que, en gros, 72% sont dus à la durée de construction, donc à l'investissement, à la durée de construction du réacteur. Seulement 16-17% sont pour le fonctionnement et la maintenance du réacteur, 11% pour le cycle du combustible, et vous voyez seulement 0,2% pour le démantèlement du réacteur. Vous voyez que tout cela est déjà pris en compte dès le départ. Hein. On prend en compte la construction, mais on prend en compte dès le départ, dans le coût d'un réacteur, le démantèlement du réacteur. Alors, face aux difficultés occidentales, alors il faut savoir que nous ne sommes pas les seuls à avoir ces difficultés-là en France pour construire des réacteurs de très forte puissance. Les Américains ont les mêmes difficultés avec la PEMI. Eh bien, on a songé à construire donc des réacteurs de plus faible puissance. Ce n'est pas nouveau, hein, puisque même les Américains avaient cette idée-là en 1990. Ces réacteurs de faible puissance vont présenter des avantages technico-économiques et surtout vont présenter surtout des systèmes de sûreté simplifiés. On appelle ça de la sûreté passive, en opposition avec la sûreté active. J'y reviendrai et si vous avez des questions, je pourrai y répondre. Un avantage financier, parce qu'avec des durées de construction plus faibles, évidemment, on engage moins d'argent. Et ce sont des réacteurs pour lesquels le retraitement et la maintenance de démantèlement seront beaucoup plus faciles également. Alors, je vais essayer de vous définir sur cette diapositive qu'est-ce qu'un réacteur, un petit réacteur nucléaire, un SMR. Donc, S pour small, et là, on parle de puissance inférieure à 300 MW électriques. Mais d'une manière générale, dans les projets, vous verrez par la suite qu'on va se situer entre 5 et 100 MW électriques, très certainement. Modular, parce que la construction va être sous forme de modules dans une usine dédiée et on va aussi également sur site pouvoir construire plusieurs réacteurs, donc plusieurs modules de réacteurs. Donc, c'est modulaire à deux points de vue, au niveau de la construction et au niveau du site, parce qu'on peut installer une série de réacteurs. Et ce sont des réacteurs nucléaires, évidemment, R comme réacteur, des réacteurs de génération 3 et 4. Donc, ce sont des réacteurs qui vont être déployés dans les toutes prochaines décennies. Alors, ce qui caractérise un peu un SMR, un petit réacteur nucléaire, eh bien, on va d'abord construire dans une usine dédiée les modules, toutes les pièces du réacteur, mais on va les faire sous forme de modules, c'est-à-dire qu'on va commencer déjà à préassembler dans l'usine le maximum de pièces pour former déjà des ensembles assez conséquents. Ces modules vont être transportés et ensuite sur site et montés sur site. Et là, il va falloir faire, bien sûr, sur site, les interconnexions entre les différents modules. De la même manière, le démantèlement se fera dans une usine dédiée. C'est-à-dire qu'on va démonter ces modules, on transportera ces modules en entier et on fera le démantèlement dans une usine dédiée. Donc, vous voyez que c'est un changement complet de manière de penser. Quelles sont les principales caractéristiques des SMR? Alors, d'abord, on va avoir une production nucléaire beaucoup plus abordable puisque les puissances sont plus modérées, donc des pays, même non nucléarisés maintenant, vont pouvoir
se lancer dans des petites centrales qui seront très sûres. On va avoir bien sûr une réduction des coûts, puisque ce qui va permettre de récupérer son argent le plus rapidement possible avec la production des premiers mégawatts-heure assez rapidement. Le deuxième point, c'est que ces réacteurs, ces petits réacteurs nucléaires vont pouvoir s'intégrer beaucoup plus facilement dans les réseaux électriques. Nous avons la chance dans les pays développés d'avoir des réseaux relativement structurés, mais c'est loin d'être le cas de tous les pays dans le monde. Donc, même un pays qui n'a pas obligatoirement un réseau très structuré va pouvoir installer ce type de réacteur. En plus, ce type de réacteur va permettre une production très flexible, très manœuvrante et qui va pouvoir s'adapter à l'émergence des ENR, par exemple, qui sont intermittents. Enfin, troisième point qui est très important, on va obligatoirement passer par une harmonisation et une standardisation de tous les aspects réglementaires pour ces SMR. Et cela, il va falloir que ça se fasse au niveau international. Alors, ça va être une organisation comme par exemple l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie, qui pourrait s'occuper de cela, mais c'est absolument obligatoire et de la même manière, il va falloir avoir une certification absolument homogénéisée au niveau des usines de fabrication. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces réacteurs, ces petits réacteurs nucléaires sont de conception beaucoup plus simple et beaucoup plus sûre encore que les gros réacteurs actuels. Les gros réacteurs actuels sont bien sûrs, mais ces réacteurs-là seront encore plus sûrs que les réacteurs actuels. Et pourquoi? Tout simplement déjà parce que la puissance résiduelle est beaucoup plus limitée et va pouvoir être évacuée par des systèmes passifs de sûreté. Le réacteur va être donc modulaire et va permettre une construction plus aisée. Donc, on espère, de ce point de vue-là, avoir une réduction des coûts de construction. Et je termine par ce point-là. Je vous avais dit que le coût du mégawattheure décroissait avec la puissance du réacteur en abscisse. Donc, les gros réacteurs sont situés ici. Et si on veut aller vers les faibles puissances, on va suivre cette courbe-là. Mais il va y avoir plusieurs leviers qui vont permettre de rebaisser cela. Alors, d'abord, l'aspect modulaire, c'est exactement ce que je venais de vous dire à l'instant. Ça va diminuer le coût réduire la durée de construction, donc diminuer le coût de construction. Ensuite, on va certainement construire plusieurs modules sur site. Donc, il va y avoir un effet de série. Et l'effet de série, on le sait très bien, diminue le coût également. Enfin, la simplicité la conception simplifiée également va permettre donc de ramener à l'aide de ces trois leviers, on espère ramener le coût du kilowattheure à un coût à peu près équivalent à celui d'un gros réacteur nucléaire. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu, c'est le challenge pour les prochaines constructions de SMR. Alors maintenant, un point très intéressant, quel marché pour les petits réacteurs nucléaires? D'abord, en premier lieu, bien sûr, le marché électrogène. Un réacteur nucléaire sert à produire de l'électricité. Alors, évidemment, on va pouvoir construire ces petits réacteurs, encore une fois, dans des régions un peu reculées, dans des régions qui n'ont pas obligatoirement un réseau très structuré. Et par exemple, je cite cet exemple-là, des pays africains comme l'Égypte ou le Nigeria, qui ont, vous voyez, des puissances installées très faibles, ça serait parfaitement adapté pour ce type de pays. Les SMR terrestres vont également avoir d'autres applications
et vont pouvoir servir pour des applications industrielles, par exemple des activités, servir pour des activités minières, extraction de la bauxite, par exemple. On pourra construire également des réacteurs de beaucoup plus faible puissance en terrestre, 10 à 20 MW électriques, et qu'on pourra utiliser comme réacteurs halogènes. Et ça, c'est bien sûr valable surtout pour des pays qui sont plus au nord, assez au nord, hein, dans le globe. Enfin, pas enfin, on peut parler également de SMR sur barge, c'est-à-dire sur bateau. Donc, c'est ce qu'on appelle la propulsion navale. Alors, c'est pas nouveau, hein, ça. Hein, je vais y venir tout à l'heure. Mais ces réacteurs sur barge vont permettre une flexibilité d'approvisionnement électrique dans des zones qui peuvent être très reculées, très isolées. Enfin, cette quatrième partie, là, les SMR de quatrième génération, ce qu'on appelle les Advanced Modular Reactors, je vais vous les détailler un peu plus tard parce que c'est un peu plus compliqué. Je préfère avoir la diapo devant moi pour vous expliquer exactement ce qu'il en est. Je ne parlerai pas des réacteurs nucléaires spatiaux. Si vous avez une question, éventuellement, j'y répondrai, mais je ne perds pas de temps là-dessus. Actuellement, il n'y a pas d'application. Les SMR terrestres, donc, je vais détailler maintenant les trois premiers points. Les SMR terrestres vont permettre une production d'électricité pilotable et à bas coût. Donc, le mot important là-dedans, c'est pilotable. Donc là, on peut songer, bien sûr, comme je vous l'ai dit, à des zones reculées, mais on peut songer également à des îles ou même à des communautés arctiques. Et cela, ça pourra servir en remplacement de combustibles fossiles, c'est-à-dire de réacteurs thermiques. Des réacteurs plus petits, on peut songer également à les mettre près de villes comme réseau, comme calogène, réacteurs calogènes, pour des réseaux de chaleur urbains. Et enfin, les micro-réacteurs, ce que je vous appelais tout à l'heure, les MMR, qui ont une grande autonomie de fonctionnement, peuvent être très bien adaptés pour des applications très, très spécifiques. Par exemple, des endroits très isolés, des mines, des bases scientifiques ou des bases militaires. J'en viens au SMR, à la propulsion navale. Bon, vous savez comme moi que c'est pas nouveau, ça. Hein, c'est quelque chose, c'est la plus vieille utilisation des réacteurs de faible puissance. On les a surtout utilisés dans le domaine militaire, hein, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, partout en Russie, pour des porte-avions et des sous-marins. Il y a eu quelques effets d'utilisation dans le civil. Alors, évidemment, on connaît tous les brise-glaces russes, hein, mais comme navire de commerce, il y a eu quelques essais assez infructueux, tout simplement pour des raisons de réglementation. Je vais y venir un peu plus tard. Alors, pour ces SMR sur barge, on peut songer à plusieurs applications civiles. La première, c'est, par exemple, on peut songer à un approvisionnement en électricité de villes côtières isolées. C'est la première, et vous allez voir que c'est les premières applications qui vont être faites. On peut songer à utiliser les SMR également près des zones de forage ou près des plateformes pétrolières, pour avoir donc l'électricité suffisante pour opérer sur ces plateformes. Un point un peu anachronique, un peu bizarre, hein, c'est on pourrait penser également à des barges humanitaires lorsqu'on a des catastrophes naturelles, par exemple un tsunami. On pourrait très bien aborder sur le littoral et pouvoir amener de l'électricité assez rapidement avec une barge nucléaire de ce type. Enfin, et ça, je sais que
c'est quelque chose qui va faire plaisir à Jean-Pierre Bonmartin. On va certainement, dans l'avenir, développer des petits réacteurs nucléaires sur les navires, les gros navires, les pétroliers, les tankers, porte-conteneurs, voire même des paquebots. Mais il y a là un petit problème, qui est un problème de réglementation, un petit problème juridique. Aujourd'hui, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est assez floue en matière de réglementation des matières dangereuses, matières nucléaires, voire enfin matières dangereuses d'une manière générale, mais matières nucléaires. Et par exemple, je vous citais le bateau, par exemple, l'Auto-Hahn allemand, ici, a été interdit d'accéder dans les principaux ports de commerce à l'époque où il a été construit. Donc, c'est la raison pour laquelle on a abandonné un peu cette idée-là. Alors, si on veut vraiment développer les SMR pour le maritime, il va falloir obligatoirement changer la réglementation du droit de la mer. Donc là, la flotte marchande nucléaire pour demain, oui, mais à condition de changer la réglementation. Donc, ça va prendre quand même un petit peu de temps. Je termine par le marché, le dernier marché pour les SMR de 4e génération. Et vous voyez qu'il y a des avantages, là je vais passer assez rapidement, mais il y a des avantages dans les réacteurs de 4e génération où on peut avoir des caractéristiques de sûreté qui sont très intéressantes. On peut surtout avoir un suivi de charge intéressant. On peut faire des variations rapides de production d'électricité dans ce type de réacteur. Et le point que je vais vous développer dans la diapositive suivante, c'est le suivant. On peut utiliser la température de sortie du caloporteur pour des nombreux procédés industriels. Je vais y venir après. Là, on voit que c'est certainement la seule alternative possible au combustible fossile aujourd'hui pour décarboner de nombreux processus industriels. En ce qui concerne les spectres rapides, je vais passer assez rapidement parce qu'il faudrait faire une conférence complète là-dessus, mais il faut savoir que les réacteurs rapides sont très intéressants parce qu'ils utilisent beaucoup mieux la matière fissile que les réacteurs à hauteur, les réacteurs thermiques et permettent en plus de diminuer les déchets. D'autres types de réacteurs, donc les réacteurs à sel fondu ou les réacteurs à haute température, vont pouvoir servir pour du stockage d'énergie thermique. Là, je passe et je vais essayer de vous expliquer assez rapidement cette diapositive qui est vraiment importante. Sur le haut, donc, vous avez tous les procédés industriels. Et en bas, ici, vous avez les différents types de réacteurs, sel fondu, hélium, plomb, strontium et réacteurs à eau. Donc, par exemple, je prends l'exemple d'un procédé industriel qui est l'électrolyse, la production d'hydrogène par électrolyse à haute température. Eh bien, vous voyez que pour pouvoir utiliser ce procédé industriel, il faut utiliser une température, il faut avoir en disponibilité une température supérieure à 700 degrés. Eh bien, vous voyez qu'il y a certains types de réacteurs, les réacteurs à gaz et les réacteurs à sel fondu, où les caloporteurs ont des températures de sortie qui sont supérieures à cette température-là. Donc, ils vont pouvoir permettre d'alimenter et de faire fonctionner ces électrolyseurs à haute température, par exemple, si je prends ce cas-là. Donc, vous voyez que là, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant parce qu'on va pouvoir coupler, par exemple, un SMR, dans le cas de la production d'hydrogène, on va pouvoir coupler un SMR, un petit réacteur nucléaire, avec un électrolyseur à haute température et ainsi pouvoir produire et stocker de l'hydrogène pour différents emplois. Évidemment, on pourra utiliser le reste de l'électricité dans le réseau électrique normal
ou utiliser la chaleur, le reste de la chaleur pour des utilisations halogènes si l'on souhaite. Vous voyez que donc ça, c'est vraiment très intéressant. Je vais passer maintenant à la troisième partie, donc panorama des projets dans le monde, des projets de petits réacteurs dans le monde. Alors là, vous allez voir que les stratégies sont assez différentes entre les Russes, les Chinois, les Américains et même les Français. Et je vais tout de suite passer à cette diapositive qui vous présente un petit peu le panorama dans lequel on se trouve aujourd'hui. Il faut voir que tous les pays nucléarisés aujourd'hui sont intéressés par ces petits réacteurs nucléaires. Et ils sont intéressés d'abord pour l'export, pas obligatoirement pour une installation chez eux. Il y a aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, en gros, 70 projets différents, papier, qui sont à l'étude. Alors, ce qui est très curieux, c'est dont la moitié qui est basée sur la technologie, donc Gen 3, donc réacteur à eau légère, et l'autre moitié sur les conceptions de réacteurs de génération 4. Donc, vous voyez que ça se partage relativement bien. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le marché du SMR est à peu près évalué à 20 gigawatts électriques par l'OCDE. Alors, 20 gigawatts électriques, c'est quand même beaucoup. Parce que si, par exemple, on prend un réacteur, un petit réacteur nucléaire de 50 mégawatts, vous voyez que ça fait déjà un parc de 400 réacteurs, pratiquement, qui pourraient être construits dans les 20 années prochaines. Ce qu'il faut bien voir, c'est que sur ces 70 projets, seule une partie de ces projets va voir le jour. Beaucoup vont rester à l'état papier, évidemment, mais il est clair que les premiers qui vont être réalisés vont avoir un avantage vraiment déterminant sur les autres. Et maintenant, je vais passer aux différents projets. Donc, je vais d'abord aux États-Unis parce que ce sont les premiers à s'être intéressés à ce type de réacteur. Il faut voir qu'aujourd'hui, ils ont à peu près une dizaine de projets en cours. NuScale est vraiment celui qui est de loin le plus avancé. Et il faut voir qu'aux États-Unis, ils sont très, très supportés par le DOE, Department of Energy. C'est vraiment, le DOE le soutient vraiment, même financièrement, et vous allez le voir dans cette diapositive suivante, qui vous présente la dizaine de projets, mais vous voyez que NuScale, qui est la deuxième ligne ici, eh bien, a obtenu, par exemple, 300 millions de dollars du DOE. Ils ont été financés directement par le DOE d'une somme de 300 milliards de dollars. Vous voyez que c'est énorme, c'est un énorme soutien. Le projet NuScale, c'est un réacteur de 60 mégawatts électriques. C'est un réacteur intégré. Alors, c'est un réacteur intégré à circulation naturelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pompe primaire. Et de ce fait-là, eh bien, on a une sûreté parfaitement passive. Donc, c'est très intéressant. C'est un système très intéressant. Les Américains ont l'intention d'implanter ces réacteurs, alors sur certains sites, mais ça va être souvent des centrales où on va installer plusieurs SMR sur le site. Et on va pouvoir aller jusqu'à 12 unités. Donc vous voyez que 12 fois 60 mégawatts électriques, ça va faire une installation déjà pratiquement de 700 mégawatts électriques. Donc pratiquement un gros réacteur. Alors ces 12 unités vont partager le même bassin, donc vont être dans un même bassin d'eau et vont être pilotées par une seule salle de commande. Donc vous voyez que c'est vraiment, ils ont vraiment bien optimisé cette affaire-là et c'est très intéressant. Alors, il faut voir que NuScale aujourd'hui a déjà un client et il a déjà un site. Alors le client, il est tout trouvé, c'est le DOE. Et le site, c'est l'INL, donc l'Idaho National Laboratory.
Et vous voyez que là, c'est déjà pratiquement acté. Ils ont obtenu l'autorisation de la NRC, donc ils ont la certification. Donc, à mon avis, la construction va très bientôt démarrer. Je passe maintenant, je reste en Amérique et je passe au Canada. Alors, le Canada, lui, n'a pas de projet précis, mais il va utiliser soit un projet américain, soit un projet chinois. Enfin, pour l'instant, ils ne sont pas encore déterminés. Mais les Canadiens sont très intéressés par les SMR pour des applications très diversifiées sur leur sol dans l'industrie. Alors, ça va passer par d'abord remplacer des petites centrales thermiques au charbon. Ça va passer par l'utilisation de la vapeur à haute température de ces réacteurs, de ces petits réacteurs nucléaires pour l'industrie lourde, pour le pétrole, pour récolter du pétrole, et également dans des mines. Enfin, je vous passe les détails, mais vous voyez que déjà, il y a déjà les lieux qui sont déjà sélectionnés, et c'est vraiment quelque chose, c'est une volonté vraiment du gouvernement que de développer des SMR sur leur sol. Je passe maintenant aux Russes, en Russie. Alors, les Russes, il faut savoir que ce sont les experts hein, pour les navires civils nucléaires. Hein. Vraiment, là, je pense qu'on ne peut pas les battre. Hein. Ils ont une flotte de brise-glace impressionnante et c'est leur industrie, la Rosatom et sa filiale OKBM qui, évidemment, dirige tout cela. Alors, aujourd'hui, en Russie, il y a un SMR qui fonctionne, qui s'appelle l'Académique Lomonosov. Alors, c'est tout simplement une barge de 70 MW électriques. Donc, en fait, c'est deux petits réacteurs KLT-40. Et vous voyez que c'est une barge qui ne fonctionne même pas au nucléaire. Il faut qu'elle soit tractée. Je vous montrerai une petite vidéo par la suite. Et cette barge sert pour l'approvisionnement en électricité d'une ville qui se situe dans l'extrême-orient russe, qui s'appelle Péveil. Et donc, la centrale, la barge est en fonctionnement en ce moment depuis 1 an. Il y a également en projet la construction de 3 brise-glaces. Je vous passe un peu les détails là-dessus parce que sur les brise-glaces, là, les Russes sont vraiment les champions. Et il y a un projet au KBM d'un SMR de 325 MW. Vous voyez qu'on est au-dessus de la barre des 300 pour un usage électrogène sur leur sol également. On voit ici la barge l'Académique Lomonosov et vous voyez que les Russes ont assez peu, n'ont que 3 projets en cours de réalisation. Alors, je vais passer. Oui. Ça commence, oui. Ah, d'accord. Par contre, le son? Il n'y a toujours pas de son? Non, pas de son pour l'instant. Oh. Partage avec le son. Voilà. C'est bon? Pas de son, j'entends pas de son pour l'instant. Ah, pourtant, j'ai partagé. Hein. Ah ouais? Elle doit démarrer un trajet de 5000 km qui prendra 1 mois et demi. La destination finale, c'est Pévek, une petite ville russe de 5000 habitants située à 350 km au nord du cercle arctique. Dans cette histoire, il y a 2 questions. Pourquoi une telle centrale flottante et est-ce que c'est dangereux? D'abord, si on construit une telle centrale, c'est parce que c'est bien pratique. On est en Sibérie, dans des zones qui sont très hostiles, très difficiles d'accès. Il y avait déjà là-bas une centrale à charbon et une centrale nucléaire, mais qui sont en fin de vie. Et donc l'idée, c'est de dire, on amène cette barge, on la branche au réseau, et puis, d'une certaine manière, à la fin de sa vie, dans 40 ans, on la débranchera et puis on la ramènera.
Mais il y a autre chose. Ça peut être préoccupant si des normes de sûreté extrêmement drastiques ne sont pas respectées. S'il s'agit pour le moment de la première centrale du genre, la Russie a annoncé que d'autres pourraient suivre. Cette première barge devra donc avant tout prouver qu'elle est fiable, afin de séduire de futurs acheteurs. C'est l'idée de se dire, regardez ce bateau, c'est une démonstration de notre capacité d'innovation. On imagine que pour des pays qui ont des difficultés dans l'accès à l'électricité et qui ont un accès à la mer, eh ben, dans l'idéal, dans l'esprit de Rosatom, on arrive avec un bateau, on se branche au réseau électrique et puis on a de l'électricité. Rosatom, que l'on a contacté, affirme que plusieurs pays ont déjà fait part de leur intérêt. Bon, je crois qu'on peut passer et on va revenir. C'est bon? Oui. Alors, je poursuis. Désolé pour la fausse manip. Ce zoom tactique doit-il être rendu illégal en France? Alors, qu'est-ce que... Voici le premier monoculaire haut de gamme à un Coupez prix la vidéo, abordable. coupe la vidéo. Il faut que je coupe ma vidéo là. Prêt. Et vous permet de réaliser des vidéos et de prendre des photos avec un zoom incroyable et des images nettes. Vous pouvez y fixer un trépied et un... Ouais, c'est coupé là. Oh merde, comment ça se fait ça? Voilà. Ça y est. Désolé de ce contretemps et je poursuis. Je vais poursuivre. Je passe sur les brise-glaces russes parce que je pense que je passe aux Chinois maintenant. Alors, il faut savoir que les Chinois, bon, ils ne sont pas beaucoup affolés au début sur les petits réacteurs nucléaires, mais maintenant, depuis à peu près 4-5 ans, ils sont vraiment très, très intéressés. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a déjà une construction d'une barge nucléaire aussi chez eux qui s'appelle l'ACPR 50, mais ça va être essentiellement pour l'export. Il y a aujourd'hui en construction 2 réacteurs, ce qu'on appelle des ACP-100. Ce sont des tout petits réacteurs, donc Linglong 1. Et donc, il y en a un qui est à Shenyang. Et le deuxième, on vient de l'avoir, c'est Jean-Pierre qui va envoyer l'information, le scoop. Et il va être construit, la construction a démarré la semaine dernière sur l'île tropicale de Hainan, au sud de la Chine. Et les Chinois annoncent, et vous voyez que c'est vraiment de l'intoxication un peu, déjà au niveau mondial, que ce sera certainement le premier réacteur SMR en fonctionnement à entrer en service commercial au monde. Donc voilà, ils veulent avoir un peu la primeur de cela. Ils veulent également installer des petits réacteurs dans le nord de la Chine, mais c'est essentiellement des réacteurs halogènes. Enfin, depuis, il y a 2 réacteurs qui sont en construction. Ce sont des réacteurs à haute température, mais qui ne sont pas encore terminés. Et ces réacteurs sont faits pour remplacer des centrales à charbon. Oh, mince. Excusez-moi. La Grande-Bretagne également a un projet qui s'appelle le projet Rolls-Royce. Il s'appelle UK-SMR. Alors, le projet est déjà bien avancé et je sais que j'ai appris assez récemment qu'ils comptaient en construire 1 ou 2 sur le sol britannique. Donc là, il faut voir qu'ils ont le soutien de leur gouvernement. Par exemple, ils ont reçu 2 milliards de livres, c'est pas rien, du gouvernement à la fin de l'année dernière. Donc, vous voyez que là, vraiment, il y a une volonté au niveau britannique de construire des SMR sur leur sol. Et puis, au niveau international, il y a beaucoup d'autres pays, mais là, je vais passer très rapidement, qui sont intéressés, la Corée, l'Argentine, il y a un petit démonstrateur qui s'appelle Carem qui est en construction, des pays européens également. La Finlande, très récemment, a montré un intérêt très très vif pour les SMR. La Pologne,
la République tchèque et également très récemment, la Hollande a montré, le gouvernement a demandé également de voir un peu l'intérêt de ce type de nucléaire chez eux. Donc vous voyez qu'au niveau mondial, il y a un gros intérêt sur ces petits réacteurs nucléaires. Je passe assez rapidement là-dessus pour vous montrer que le NuScale est pratiquement un des concepts les plus avancés. Mais vous voyez que le concept sur barge, c'est l'académique Lomonosov, évidemment, lui est construit et fonctionne. Je passe maintenant à NUWARD, qui est le projet français. Alors, c'est un projet qui a nécessité la coopération de 4 acteurs, vraiment essentiels dans le domaine nucléaire français: Technikatom, le CEA, Commissariat à l'énergie atomique, EDF, et Naval Group. Et en principe, ces 4 entités devraient être fusionnées pour fonder une seule, enfin devraient faire une nouvelle compagnie, une nouvelle société qui est à créer, qui va peut-être s'appeler NUWARD, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui va vraiment sortir très prochainement. Il faut voir que le SMR en France est également soutenu par le plan de relance du gouvernement français. Il y a 50 milliards dans le nucléaire qui sont prévus pour les SMR. Donc vous voyez que ce n'est pas négligeable. Alors, EDF est intéressé dans cette affaire parce qu'ils veulent compléter un petit peu leur vitrine pour l'export. Ils ont actuellement le PR qu'ils ont un peu de mal à vendre, mais il y a quand même des clients. Il y a en particulier les Britanniques et peut-être bientôt l'Inde. Et puis, ils ont également des réacteurs de taille moyenne, qui s'appellent ATMEA, c'est en gros 900 MW électriques. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont mis maintenant dans leur carton le projet NUWARD comme petit réacteur nucléaire. Donc, ils sont vraiment très intéressés aujourd'hui. EDF, le président d'EDF a annoncé la construction d'un petit SMR sur son sol, sur le sol français. Donc, c'est quelque chose qui devrait arriver. Je passe sur les détails de NUWARD, dont la conception, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails de conception, mais la conception du projet NUWARD est vraiment très intéressante également, parce qu'elle bénéficie de tout l'acquis de la propulsion navale militaire. Je vais passer un peu là-dessus parce que vous voyez que c'est une conception qui est très intégrée. Donc, ça va être 300, c'est un réacteur qui va faire 170 mégawatts électriques. Donc, où tout est superposé dans cet ensemble intégré avec le cœur du réacteur ici, les pompes primaires, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Et puis, cela, on va mettre ça dans une enceinte métallique qui va être immergée dans un bassin d'eau et on va installer ça dans un bâtiment et on va mettre ça dans on va à moitié enterrer ça. Vous voyez que on va enterrer ça, ça va être semi-enterré. Ici, vous avez une vue idéalisée de ce que pourrait être un site NUWARD. Vous voyez les 2 petits réacteurs qui sont ici, que l'on voit à peine parce qu'ils sont en grande partie enterrés. Donc, le développement, on est actuellement dans la phase de conception, mais NUWARD prévoit une mise sur le marché de ce réacteur, disons vers 2030. Je pense qu'on peut tabler sur 2030. Le projet avance très bien en ce moment. Actuellement, ils sont en recherche d'un partenariat. Je passe assez vite là-dessus, qui pourrait être Westinghouse d'ailleurs, mais bon, je passe assez vite là-dessus. Et pour vous montrer qu'il y a vraiment une volonté de construire un premier SMR en France. Donc EDF l'a annoncé officiellement le 5 mai, c'est son président en personne qui l'a annoncé. Et il faut savoir que ce projet est soutenu aujourd'hui par l'ASN. Donc, j'ai terminé et je vais conclure par 3 mots, très rapidement. Donc, vous voyez que le développement des petits réacteurs nucléaires va certainement être effectif dans les prochaines décennies,
Il va essentiellement dépendre de la construction, du succès de la construction des premiers réacteurs, que ce soit en France ou aux États-Unis. Et il faut bien voir que les pays sont surtout intéressés par ces réacteurs, surtout pour les exporter dans des pays tiers, comme des pays africains ou des pays, les Émirats arabes ou des pays de ce type. Donc voilà, j'en ai terminé et maintenant j'attends vos questions. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Alain. Je vais essayer de repartager mon écran. Voilà.